Est-ce que ça va changer le système politique d'Israël? On sait que Benjamin Netanyahou, ça fait longtemps qu'il est considéré comme un génie pour manipuler le système politique aux États-Unis, jouer sur les deux tableaux et d'une certaine façon, orienter tout le système en faveur d'Israël, en obtenant un soutien militaire, politique et géopolitique de la part des États-Unis. Imaginons qu'il soit remplacé par quelqu'un comme Naftali Bennett. Est-ce qu'Israël va rester dans la même position, continuer à obtenir le même type de soutien des États-Unis? Vous voyez, en tant que chef de son État, en tant que chef d'Israël, le Premier ministre change. Et on voit ce genre d'influence, d'une certaine manière, disparaître de la scène politique aux États-Unis. Si on pense à l'AIPAC, qui est très important, mais qui a été battu d'ailleurs à New York, encore une fois. Vous savez, dans ce qui s'est passé récemment à New York. On voit le maire de New York s'opposer aux candidats soutenus par l'AIPAC. Et à mon avis, ils l'ont battu largement. Comment vous cette évolution? Encore une fois, Israël n'a jamais mis les États-Unis dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Israël a toujours dit « Nous avons besoin du soutien de l'Amérique avant d'attaquer l'Iran ». Et l'Amérique a toujours répondu non. Donc, Israël n'a jamais forcé le peuple américain à affronter, par exemple, les conséquences économiques d'une mauvaise politique. Revenez un peu en arrière, regardez ce qui s'est passé pendant l'embargo pétrolier des années 70 et la manière dont la politique américaine envers le Moyen-Orient a évolué à ce moment-là. Pourquoi? C'est l'économie, tout simplement. C'est l'économie, tout simplement. C'est l'économie, tout simplement. Israël, l'AIPAC n'ont jamais laissé la situation dégénérer au point que les Américains doivent regarder leur portefeuille vide et se demander s'ils veulent souffrir au nom d'Israël. Le peuple américain n'a jamais été appelé à souffrir pour Israël. Pour les Américains, ça a toujours été sans coût, sans sacrifice. Donnez-leur plus d'argent, encore plus d'argent, toujours plus d'argent, et acceptez l'argent. Nous avons accepté cette relation à double sens qui permet à Israël d'acheter notre Congrès. Tant qu'au fond, les Américains continueront à se réfugier dans leur cocon de confort et qu'ils se laisseront bercer par les absurdités diffusées par les grands médias, ils toléreront tout ça. Mais les Américains ne toléreront pas des portefeuilles vides, des comptes en banque à sec. Ils ne toléreront pas une économie effondrée à cause d'Israël, et les Américains se retourneront contre Israël. C'est une réalité qu'Israël a toujours connue, mais que Benjamin Netanyahou a oubliée, parce qu'il est arrivé au bout de sa patience. La seule façon pour Netanyahou de rester au pouvoir après le 7 octobre, c'est en gros de continuer à faire monter la spirale de la violence et de dire « Je suis le seul homme capable de faire sortir Israël de ce cycle en vainqueur. » Eh bien maintenant, il est allé jusqu'au bout. Il a entraîné les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. C'était censé être l'ultime étape. On bat les Iraniens, tout devient merveilleux. Mais au lieu de ça, il s'est fait laminer, battu par l'Iran. L'Amérique, battue par l'Iran. Rappelons-nous à quoi ressemble une cérémonie de reddition. Une cérémonie de reddition, c'est les Japonais montant à bord de l'USS Missouri, dans la baie de Tokyo en septembre 1945. Une reddition sans condition. Voilà à quoi ressemble une reddition. Donald Trump, assis tout seul à Versailles, en train de signer un document qui ne veut rien dire, ce n'est pas une cérémonie de reddition. Sauf pour lui, qui se rend en quelque sorte aux Iraniens parce que ce protocole d'accord a été dicté par l'Iran aux États-Unis. Les gens doivent comprendre ça. Donald Trump a signé un document de capitulation. Il ne l'appelle simplement pas comme ça. Mais ce protocole est conçu pour donner à l'Iran ce qu'il veut de ce pays, pas ce que les États-Unis veulent. Et il faut bien comprendre que Donald Trump ne pardonnera jamais à Benjamin Netanyahou de l'avoir mis dans cette situation. Et les Américains, eux, ne vont pas rester là à dire « Mais Israël,
quand leurs portefeuilles sont vides, ils vont dire « Au revoir Israël ». Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Israël ne contrôle rien, absolument rien. Ça a toujours été, tu sais, une illusion de contrôle. Comme je l'ai dit, tant qu'on peut hypnotiser le public américain pour lui faire croire que tout va bien, que l'économie se porte bien, eh bien, il acceptera à peu près n'importe quoi en matière de politique étrangère. Parce que franchement, le peuple américain est l'un des plus ignorants au monde sur le monde dans lequel il vit. La plupart ne sauraient même pas situer la moitié de ces endroits sur une carte, encore moins parler des nuances et des complexités des politiques qui sous-tendent les actions, les réalités géopolitiques. On est ignorant, on est stupide, on ne sait rien. C'est pour ça qu'on est vulnérable à la russophobie, à l'islamophobie et à toutes les autres phobies qu'on nous sert. On nous apprend à avoir peur, peur de ce qu'on ne connaît pas. Et comme on ne le connaît pas, on se repose sur la vie des autres. Les grands médias, les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a tellement d'Américains qui vont directement sur X en ce moment. Elon Musk a tellement modifié l'algorithme que ton fil est littéralement inondé de contenu pro-israélien et pro-ukrainien. Et la plupart des Américains n'ont pas le temps de creuser vraiment, alors ils restent en surface. Ils se laissent embarquer quand X les inonde d'un certain récit. Au bout d'un moment, c'est un peu le syndrome Goebbels. À force de répéter un mensonge, les gens finissent par le prendre pour la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe sur X. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe aussi dans les médias traditionnels. Mais au bout du compte, il y a une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Un portefeuille vide. Les mots ne remplissent pas le portefeuille. Les mots n'achètent pas les courses. Les mots ne mettent pas de nourriture sur la table. Les mots ne payent pas un crédit immobilier. Ils ne payent pas les factures d'électricité. L'argent, oui, l'argent parle. Tout tourne autour de l'économie, c'est aussi simple que ça. Et Netanyahou, lui, il a oublié ça. Israël veut désespérément que les États-Unis restent dans la région. Mais il semble, comme vous venez de le dire, que Donald Trump ne le souhaite pas. Je ne sais pas vraiment si c'est un calcul lié à l'économie américaine ou à la politique intérieure. Le calendrier est d'ailleurs très important. Il reste 2 ans et demi de présidence Trump, puis il y aura les élections de mi-mandat. Ensuite viendront les élections présidentielles. Alors, en restant dans ce contexte de confrontation, pensez-vous qu'il y a une possibilité d'un nouveau cycle de guerre entre l'Iran et les États-Unis? Non, pas avant les élections de mi-mandat. Mais le Congrès a déjà dit non à une nouvelle guerre. Vous n'avez pas vu ce que le Sénat a voté? Le Congrès en a fini avec cette guerre. Ils ne vont pas la financer. C'est une guerre stupide. Et en plus, on ne peut pas la gagner. Donald Trump le sait très bien. Alors à quoi bon repartir pour un deuxième round? En ce moment, le problème, c'est que l'économie mondiale est en train d'étouffer parce que le détroit d'Ormuz ne fonctionne pas comme il devrait. Et s'il ne fonctionne pas comme il devrait, c'est à cause de la bêtise de Donald Trump. S'il repart en guerre, le détroit d'Ormuz sera fermé. Et vous demandiez, est-ce que c'est une question d'économie ou de politique intérieure américaine? L'économie, c'est le seul facteur qui compte vraiment dans la politique intérieure américaine. Au bout du compte, les Américains votent avec leur portefeuille. Ce que fait Donald Trump en ce moment, et pourquoi ce protocole d'accord arrive maintenant. Rappelez-vous, le même protocole dont on parle aujourd'hui, à la fin du mois de juin, avait été proposé à Donald Trump en avril. C'est exactement le même document. Rien n'a changé. Les Iraniens n'ont pas bougé d'un pouce. C'est les États-Unis qui ont dû se rallier à la position iranienne. C'est pour ça que je dis que Donald Trump a signé un document de reddition, parce qu'il a dû céder. Pourquoi? Eh bien,
Le patron de Chevron a déclaré qu'on se dirigeait vers une situation d'approvisionnement en pétrole sans précédent dans l'histoire. Peu importe ce qui se passe, même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui, pendant les 4 à 6 prochaines semaines, on va vivre une crise énergétique mondiale. Parce que même si on sortait tout le pétrole du monde du sol aujourd'hui, qu'on le mettait sur des bateaux en route vers les raffineries, ça ne toucherait pas l'économie avant 1 mois et demi. Et là, on est quasiment à zéro. Plus rien ne circule. Donc forcément, il va y avoir un impact et ça va créer d'énormes problèmes. Ce dont le président a besoin, c'est qu'à peu près vers septembre, la reprise économique fasse juste un petit clic. Parce que les Américains sont stupides, plus bêtes que la terre. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent qu'on a dans le portefeuille. Et si on a assez d'argent pour s'acheter une pizza et quelques bières le vendredi soir après le boulot, on est content. Dieu bénisse le président. USA, USA, on est les meilleurs. Parce qu'on mange de la pizza, on boit de la bière et on passe un bon moment. Mais si le prix du pétrole monte, que nos coûts d'énergie augmentent et que l'argent qu'on utilisait pour la pizza et la bière s'évapore, à la fin de la semaine, on est malheureux et on cherche un responsable. On accuse celui qu'on tient pour responsable du prix de l'essence et c'est Donald Trump. La responsabilité s'arrête ici. Harry Truman le savait, Donald Trump est en train de la prendre. Donc en septembre, il a besoin d'un rebond. Ce qui veut dire que le détroit d'Ormuz doit être ouvert maintenant. Tout de suite. Aujourd'hui. Parce que si on avance, on y est déjà. S'il se lance encore dans une guerre, on va se retrouver à plat sur les approvisionnements énergétiques mondiaux et ce rebond n'arrivera pas avant novembre. Et là, ce sera trop tard. Et novembre, c'est le moment clé. Il va perdre la Chambre. Il vit dans un monde imaginaire où il pense qu'il ne va pas la perdre. Mais tu viens de mentionner la victoire de Mamdani à New York. Et je pense que ça va se reproduire un peu partout dans le pays. La marque républicaine, la marque MAGA, tu sais, ils ont leurs 30% d'irréductibles. Ça ne changera jamais. Mais les 20% restants, les libertariens de RFK Junior, les libertariens de Tulsi Gabbard, eux, ils ne voteront pas Trump cette fois. Il les a trahis. Et beaucoup de partisans MAGA ne voteront pas non plus pour lui, parce qu'il les a trahis. Donc Trump va perdre la Chambre, ce qui veut dire que son deuxième mandat sera entièrement centré sur la destitution. Ils vont destituer, 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 encore et encore. Le seul salut de Trump, c'est de garder le Sénat pour ne pas être condamné. Parce qu'une condamnation, ce serait la fin de Donald Trump. Dehors, et sa marque disparaît. Le narcissique ultime qu'il est, la seule chose qui l'intéresse, ce ne sont pas les Américains. Ce qui compte pour lui, c'est Trump. La marque Trump. Pour lui, c'est la plus grande marque du monde. Eh bien, quoi qu'il arrive, je pense que la marque Trump aura disparu en 2028. Républicain ou démocrate, peu importe qui gagne, Donald Trump sera le président le plus vite écarté de toute l'histoire des présidents écartés. Je veux dire, les Américains ne vont pas se dire plus tard « Ah, j'aimerais bien revivre l'époque de Donald Trump ». Ils vont le qualifier de pire président de l'histoire des États-Unis, parce qu'il est effectivement le pire président de l'histoire des États-Unis. Mais c'est aussi l'un des hommes les plus corrompus. Il a couvert cette nation de honte. Et la marque Trump va s'effondrer. Ça va arriver quoi qu'il arrive. Mais Donald Trump, le narcissique et l'égomane ultime, a créé un véritable culte de la personnalité. Du coup, les gens ont tendance à lui dire ce qu'il veut entendre. « Tout va bien, Monsieur le Président, vous allez traverser cette période. » Et à la fin, la marque Trump sera toujours là. Le monde va vous adorer. L'Amérique va vous adorer. Vous êtes l'homme de la situation. Mais pour que tout ça tienne, il doit d'abord survivre aux élections de mi-mandat. Pour que ça fonctionne, il faut que le détroit d'Ormuz reste ouvert
il ne va pas bombarder l'Iran. Il ne peut pas se le permettre. Bombarder l'Iran, pourquoi faire? On ne peut pas gagner. On a déjà essayé. Bombarder avec des armes à longue portée qu'on n'a même pas? Les Iraniens ont des missiles, ils l'ont prouvé. On ne peut pas les abattre, ils l'ont aussi prouvé. Donc il n'y aura pas de reprise de la guerre, parce que ce serait, pour Donald Trump, littéralement se tirer une balle dans la tête. Il doit garder le détroit ouvert. Et c'est là-dessus qu'ils vont travailler. Mais ça ne veut pas dire que le protocole d'accord va être appliqué. Il ne le sera pas. Les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Les Iraniens le savent, ils le savent très bien. Dès le départ, les États-Unis ne respecteront jamais leurs engagements. Jamais. Ils en sont incapables. Mais l'Iran, lui, s'intéresse avant tout à sa propre survie économique. C'est l'économie. Voyons l'économie, Iran. Vous le savez très bien. Depuis la fin de la guerre Iran-Irak, quand Rafsanjani a dit qu'il fallait faire de la relance économique la priorité numéro 1. Pourquoi, à votre avis, a-t-il pris le commandement des gardiens de la Révolution pour en faire des entrepreneurs économiques? Parce qu'il était corrompu? Non. C'est parce qu'il avait sous ses ordres des gens fanatiques et qu'il devait les impliquer dans quelque chose qui fasse tourner le pays. Alors, le commandement des gardiens de la Révolution s'est lancé dans l'économie et aujourd'hui, ils y sont profondément impliqués. Ils ont besoin que l'économie fonctionne. Et elle ne peut réussir que si le pays est autorisé à commercer avec des partenaires importants, la Russie, la Chine et d'autres encore. Donc le compromis sera le suivant. Même si le protocole d'accord ne sera pas appliqué dans son intégralité, le détroit d'Ormuz restera ouvert et l'Iran pourra commercer avec suffisamment de pays pour relancer son économie. Les Iraniens comme les États-Unis accepteront cette zone grise d'activité, parce que les Iraniens savent qu'il leur suffit d'attendre. L'histoire de Benjamin Netanyahou sera jugée par le peuple d'Israël et celle de Donald Trump aussi. À partir de janvier prochain, il sera paralysé. Les Iraniens n'ont qu'à attendre jusqu'en janvier. Donald Trump sera paralysé. Les États-Unis n'ont aucune envie d'entrer en guerre et par défaut, ils obtiendront ce dont ils ont besoin. J.D. Vance, dans un de ses podcasts hier, je crois il a dit que la personne qui l'interviewait lui avait demandé « Est-ce que vous connaissiez le détroit d'Ormuz, son importance, avant de commencer cette guerre ?» Il a répondu « Oui, on savait ce que ça donnerait, mais l'ampleur de ce qui s'est passé a dépassé ce qu'on imaginait. » Et l'autre point important, c'était la géographie de la région. Vous savez, quand on part en guerre, il faut comprendre la géographie. Et ça, les Américains ne l'avaient pas vraiment perçu. Mais je pense qu'il ment peut-être un peu, parce que... Il ment effrontément. Oui. On le sait, parce que pendant le premier mandat de Trump, même si J.D. Vance n'en faisait pas partie, vous vous souvenez, le drone Global Hawk avait été abattu au-dessus du détroit d'Ormuz. À ce moment-là, Donald Trump voulait riposter contre la défense aérienne iranienne, et il avait même ordonné une frappe aérienne. Plus de 100 avions étaient déjà en vol, prêts à bombarder. Ce n'est pas une invention. Mais le point important, c'est que le Pentagone s'est tourné vers lui et lui a dit « Non, Monsieur le Président, si vous frappez la défense aérienne, ils vont entrer dans une logique d'escalade qui se terminera par la fermeture du détroit d'Ormuz, et nous ne pourrons pas le rouvrir. » Et le Pentagone lui a expliqué la réalité du terrain, la géographie, et ce qu'il faudrait vraiment pour que les États-Unis puissent ouvrir le passage. Il faudrait jusqu'à 1 an et demi de mobilisation, entre 9 mois et 1 an et demi. Plus de 900 000 Américains ont été mobilisés, puis envoyés en Iran. Il n'était pas nécessaire de lancer une guerre totale, parce que c'est ce qu'il faut pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Et le Pentagone a dit, même dans ce cas, on ne peut pas garantir la victoire. Alors le président n'a pas riposté. Il affirme qu'il l'a fait par empathie pour le peuple iranien, qu'il ne voulait pas tuer d'innocents.
Non, il l'a fait parce que le Pentagone a dit « on ne peut pas gagner cette guerre ». Donc, l'idée que Donald Trump et les gens autour de lui ne connaissaient pas les réalités du détroit d'Ormuz et la position géopolitique du pays, c'est absurde. Ces réalités ont justement pesé dans la décision de Trump de ne pas faire monter les tensions à la fin de son premier mandat. Donc c'est un mensonge pur et simple. Le vrai problème ici, c'est Pete Hegseth. Pete Hegseth a dit « Je peux le faire, j'ai l'armée pour le faire ». Et Donald Trump est tellement stupide qu'il l'a cru. Et J.D. Vance, lui, est tellement inexpérimenté. Il faut bien comprendre, J.D. Vance était caporal, il prenait des photos. Ce n'est pas un héros de combat aguerri, ce n'est pas un officier. Je ne critique pas les marines engagés, mais il faut être clair sur ce qu'il était. Ce sont eux, le cœur du corps des marines. Mais il faut bien comprendre qu'un caporal ne voit pas les choses du tout comme un colonel. Le caporal, lui, n'a pas de décision difficile à prendre. Il doit simplement exécuter les ordres au niveau le plus bas possible. Il n'a pas à se soucier de la logistique, ni de la politique, ni de tout ce qui dépasse la compétence tactique et opérationnelle. Donc J.D. Vance n'a pas cette expérience militaire fondamentale, de base, qui permet d'évaluer les choses. Oui, il a fait sa formation initiale, oui, il a été mis à l'épreuve, oui, il a mérité le titre de marine, et je le salue pour ça. Mais l'idée que l'expérience militaire de J.D. Vance lui donnerait, d'une manière ou d'une autre, la capacité de s'asseoir et d'évaluer la situation stratégique globale est complètement absurde. On ne lui a jamais demandé de faire ça. Et même aujourd'hui, il joue un rôle secondaire, en gros celui de l'homme qui approuve les décisions sans les remettre en question. Il a une certaine intuition politique, héritée de son ancien statut de superstar du mouvement MAGA. Il comprend que les Américains ne veulent pas de guerre sans fin. Il est assez intelligent pour le saisir, mais il ne connaît rien aux subtilités de l'Iran, ni à la réalité de la guerre. Et si quelqu'un prenait la peine de lui poser des questions de suivi, on verrait très vite que J.D. Vance, c'est juste une coquille vide. Il ne sait littéralement rien sur les sujets dont il parle. On sait que l'opinion publique aux États-Unis a changé et continue de changer à propos d'Israël. Plus de 70%, 73% des gens étaient contre la guerre au Moyen-Orient. Ils ont dit non à la guerre. Ils ne veulent pas de cette guerre. Mais vous voyez, deux sections ont été définies différemment. Récemment, l'une d'elles, la 224, parle de fusionner les armées américaines et israéliennes. Ils veulent les réunir. L'autre, c'est la 622, ou peut-être 662, quelque chose comme ça. Et elle parle de fusionner les deux agences de renseignement. Je ne sais pas si Israël fait partie des Five Eyes ou s'ils n'en font pas partie. Alors, ce qu'ils veulent, c'est parce que les Five Eyes, c'est une alliance de renseignement entre 5 pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Israël n'en fait pas partie, mais ils cherchent à se rapprocher des avancées américaines, surtout dans le domaine militaire et du renseignement. C'est trop important pour eux. Et récemment, on a appris dans les grands médias, je crois que c'était le Wall Street Journal, si je ne me trompe pas, que des Israéliens espionnaient les États-Unis. Alors comment concilier tout ça? D'un côté, on voit des gens qui essayent d'impliquer les États-Unis dans les affaires israéliennes et dans ces guerres sans fin. Et de l'autre, on voit l'opinion publique qui, elle, va dans le sens inverse. D'abord, je ne vois aucune de ces deux lois être adoptée. Vous savez, la CIA connaît Jonathan Pollard et elle sait très bien ce que font les Israéliens. Ils comprennent qu'Israël représente aujourd'hui la plus grande menace en matière de renseignement pour les États-Unis et pour le monde. Israël espionne davantage l'Amérique que n'importe quel autre pays. Et sur le plan militaire, encore une fois.
D'abord, il y a des questions constitutionnelles. Ce n'est pas parce que le Congrès vote une loi qu'elle est forcément constitutionnelle. Au bout du compte, Israël reste une nation étrangère. Ça n'arrivera tout simplement pas. C'est juste la stupidité du camp pro-israélien au Congrès qui propose ce genre de législation. Ça ne tiendra jamais la route. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de la stupidité. Le Congrès a déjà proposé des choses stupides par le passé, mais là c'est fondamentalement anti-américain. Le peuple américain n'acceptera pas ça. Nous ne sommes pas Israël. Et franchement, c'est une très grosse erreur de la part des partisans de ces deux lois, parce que quand on commence à ouvrir ce genre de débat, comme il faut le faire avant des votes de cette nature, eh bien, on en arrive à vouloir laisser Israël entrer dans le domaine du renseignement, derrière la porte verte, et leur donner accès à tous nos secrets, alors qu'Israël est la principale menace pour les États-Unis en matière d'espionnage. C'est tout simplement stupide. Tu sais, Jonathan Pollard a volé le manuel qui contrôle toutes nos fréquences, celles qu'on surveillait en ligne du point de vue du renseignement. Et ensuite, les Israéliens ont vendu ça aux Russes, ou plutôt aux Soviétiques, pour obtenir plus d'immigrants. On veut faire entrer ces gens derrière la porte verte. C'est vraiment pas une discussion qu'ils veulent avoir avec le grand public, parce qu'au fond, le public est plus pro-américain qu'il n'est pro-israélien. Et c'est pareil pour la défense. Les gens doivent comprendre que l'armée israélienne et l'armée américaine, c'est pas la même chose. Ils ont de bons pilotes de chasse, ça oui. Je veux bien leur reconnaître ça. Mais leurs forces terrestres, franchement, sont nulles. Si la moitié de leurs troupes devaient servir dans l'armée américaine, elles ne seraient même pas qualifiées. La moitié ne passerait pas les tests physiques du corps des marines. Ce sont des réservistes, des conscrits. Ils ont bien quelques cadres professionnels, mais la majorité de leurs combattants sont des appelés qui ont servi 2-3 ans, parfois à peine 1 an et demi. On ne forme pas un soldat professionnel aguerri en si peu de temps. Et on a vu le manque de discipline quand ils sont entrés à Gaza. Ils sont pas très bons. Ils ne sont tout simplement pas bons dans ce qu'ils font. Vous voulez vraiment intégrer ça avec les États-Unis? C'est de la stupidité à l'état pur. Vous savez, Israël a des forces spéciales de très haut niveau, c'est vrai. Mais quand on parle du soldat moyen de la défense israélienne, eh bien, il n'est pas au même niveau que les Américains. Et ce sont des étrangers. Oui, des étrangers. Je ne dis pas qu'ils sont hostiles, mais ils ne se soucient pas de l'Amérique. Ils mentent à ce sujet, ils prétendent s'en soucier, mais on connaît leurs véritables intentions. Et vous savez qui connaît ces intentions? Les services de renseignement, ceux qui surveillent tout ça en permanence. Donc je ne pense pas que ce soit une discussion que le camp pro-israélien ait vraiment envie d'avoir avec le peuple américain. Mais ils proposent leur loi, et on voit bien où ça mène.